Bonjour Magali. Bonjour Sonia. Bon Magali, eh bien aujourd'hui on va parler de l'audit de surveillance Calliope. Alors tout d'abord, quelle est la définition de cet audit de surveillance? Alors, avant de parler de l'audit de surveillance, ce qui est important, c'est de parler de ce que c'est qu'un cycle de certification. Donc, le cycle de certification Calliope, c'est un cycle de 3 ans qui est prévu ainsi dans les textes. Et donc, dans ce cycle de 3 ans, il y a tout d'abord l'audit initial de certification que la plupart des organismes ont passé, mais d'autres peuvent passer maintenant, parce que on peut se certifier quand on veut. Puis on doit passer un audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois. Donc globalement, si on schématise, on va dire 18 mois. Et enfin, on repasse un audit complet qu'on dit audit de renouvellement pour démarrer sur un nouveau cycle d'audit, parce que le cycle d'audit donc dure 3 ans. C'est vraiment une date à surveiller, hein, 3 ans. Oui, mais l'audit de surveillance, c'est indispensable. Faut pas se dire: «On passe directement, j'en fais, 1 tous les 3 ans». On fait bien une D'accord. tous les 18 mois. Qu'est-ce qui permet exactement cet audit de surveillance, Magali? Alors, il permet, à l'organisme certificateur, parce que du coup, c'est l'organisme certificateur qui, envoie un auditeur pour, vérifier que le système qualité est, toujours en place, que ce qui est écrit est mis en place et surtout que l'amélioration continue soit bien mise en place. Quelles sont les modalités de l'audit de surveillance? Alors, elles sont définies, par, décret, au même titre que le décret, donnait la durée de l'audit initial qui dépendait du chiffre d'affaires et du nombre de sites de l'établissement. L'audit de surveillance, est toujours basé sur ce chiffre d'affaires de l'audit initial. On ne reprend pas les nouveaux chiffres parce qu'on peut avoir, eu la chance d'avoir, fait un superbe chiffre d'affaires et donc d'augmenter son jour de nombre d'audits. Ce n'est pas comme ça en fait, on fonctionne par cycle. On a toutes les informations dans un décret. En gros, une entreprise qui a vécu en général une journée d'audit de certification initiale classique va vivre un audit de surveillance de l'ordre d'une demi-journée. Avant de réaliser cet audit, j'imagine qu'il y a des choses à préparer. Il y a des choses à préparer, mais pas tant que ça, parce que c'est supposé être, du quotidien. Parce qu'un bon système qualité, c'est un système qualité qui se base sur le quotidien. Si à un moment j'ai besoin de m'arrêter en me disant: «Oh là là, aujourd'hui, il faut que je fasse de la qualité», c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. En fait, effectivement, de temps en temps, on se dit: «Aujourd'hui, il faut falloir que je fasse une journée qualité». Mais en fait, on va faire plutôt une journée amélioration continue. On va tous se poser, on va faire ce qu'on appelle une revue et on va regarder un peu tout ce qu'on a fait pour proposer des pistes d'amélioration à notre système qualité. Mais en soi, on travaille au quotidien et si on travaille au quotidien comme on s'est engagé à le faire à l'audit initial, il n'y a pas grand chose à préparer. Sauf que, on voit bien que ça se passe pas comme ça. Parce que déjà, par retour d'expérience, que ce soit moi qui suis auditrice pour 2 organismes de certification ou mes collègues qui le sont pour d'autres, on a quand même constaté beaucoup de choses pendant ces premiers audits de surveillance. La première chose, c'est que certains n'ont pas compris pourquoi ils le faisaient et n'ont pas, suivi l'évolution du référentiel qui lui en est à sa version 7. Du coup, n'ont pas mis d'amélioration continue en place ou carrément ont trouvé que des choses étaient inutiles et les ont supprimées. C'est ce qu'on voit souvent sur l'indicateur 1. L'indicateur 1 permet de vérifier un certain nombre d'items que le consommateur est supposé lire et puis il y en a qui ont trouvé, qu'avec le temps, ça alourdissait ou ceci ou cela, hop, ils en ont retiré et en fait, c'est des obligatoires. On voit des choses disparaître qui étaient là au départ. On voit aussi, des corrections qui sont pas faites, parce que quand on a eu des non-conformités mineures, on s'est engagé à les corriger sous 6 mois, au risque d'en avoir une non-conformité majeure à l'audit de surveillance et on voit que certains n'ont pas corrigé leur, non-conformité mineure, par exemple. Est-ce que l'auditeur va porter une attention particulière, dans certains cas? L'auditeur, il a une obligation de balayer tous les indicateurs. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas parce que le temps est réduit certains indicateurs. Il doit balayer tous les indicateurs. Maintenant, il aura un moment peut-être un peu plus d'attention sur les indicateurs qui n'ont pas été la première fois ou qui étaient sensibles la première fois. C'est un travail quotidien et c'est vraiment important de le rappeler. Oui, la qualité, il faut que le système qualité colle au quotidien pour que ça devienne une habitude et qu'on se pose, plus que la question: «Comment je peux faire améliorer mon système qualité, améliorer mon centre de formation?»
mais ne pas se mettre en danger de se retrouver en non-conformité. Magali, comment Décisif peut aider à préparer cet audit de surveillance et à le passer? Je vais répondre d'une façon générale. Déjà, certains de mes collègues qui sont organismes de formation, tout comme Décisif, vont faire des formations spécifiques à préparer l'audit de surveillance. Chez Décisif, ce n'est pas le cas, mais ça se fait et ça convient à beaucoup de monde. Donc, il ne faut pas hésiter si c'est ce qui convient aux gens. Nous, chez Décisif, on est ingénieur qualité, de formation, donc ça fait quand même plus de 25 ans qu'on fait de la qualité. Ce dont on fait attention, c'est que les systèmes qualité collent au fonctionnement des clients, à leur fonctionnement de travail et en plus, nous préconisons qu'ils fassent des audits dits internes ou des audits à blanc et de ça, d'en faire annuellement. Il faut savoir que beaucoup de référentiels l'imposent. Beaucoup de référentiels qualité imposent ces audits internes, une par année, ce qui permet d'en faire entre celles qui sont obligatoires. Et ça, c'est ce que nous, on préconise. Pour pouvoir les faire, on a deux choix. Soit on fait ce qu'on appelle des audits à blanc, on fait appel à un cabinet comme Décisif qui vient de l'extérieur et qui fait comme quand vous passez votre bac blanc ou votre brevet blanc. C'est un entraînement. On est exactement dans les mêmes conditions qu'un audit de surveillance classique, à la différence que, à l'issue de l'audit, on commente et on échange avec le client, on propose des plans d'action que l'on met en place avec eux pour qu'ils corrigent ce qui doit être corrigé ou qu'ils améliorent ce qui doit être amélioré. Ça peut éviter que l'auditeur, lors de l'audit de surveillance, émet des non-conformités. Tout à fait. Récemment, j'ai un client qui avait justement supprimé un certain nombre de choses dans son système en disant c'est trop lourd, c'est trop lourd. Du coup, se serait retrouvé à plusieurs endroits avec des non-conformités. Le fait d'avoir vu à l'audit à blanc ces bêtises, on a pu les corriger à temps et il s'est présenté à l'audit et à l'audit, il a eu 0 non-conformité. Oui, parce que quand il y a des non-conformités, ça se corse quand même pour le client. C'est-à-dire qu'il y a un délai pour pouvoir les lever, surtout avec une non-conformité majeure. On prend toujours un risque, on a 3 mois pour la lever et puis après, il y a quand même, entre guillemets, «la sanction» de ne pas la lever et de, se retrouver à plus avoir le droit de faire appel à des financements, publics ou mutualisés. C'est un gros risque pour certains organismes de formation. Ou l'audit de surveillance se passe très bien et là, ça continue. Ou alors, il y a des non-conformités majeures et si on n'arrive pas à les récupérer dans le délai, on perd la certification Qualiopi. Alors la commission pourrait décider, oui, de ça. Alors c'est jamais l'auditeur, qui tranche. Oui. L'auditeur, il fait un compte rendu, après la commission prend ses décisions, mais ça pourrait aller jusque-là, effectivement. Bon, c'est quand même rarissime, mais ça existe. Donc, souvent, les organismes de formation, quand il y a des non-conformités de données, peuvent vraiment redresser la barre. Oui, le but, c'est pas de sanctionner, faut pas, on fait pas ça pour ça, on fait ça pour protéger le consommateur. Donc le but, c'est pas que les organismes perdent leur Qualiopi. Ça nous intéresse pas et en tant qu'auditeur, on a aussi, on doit être bienveillant aussi, vis-à-vis, mais on doit être juste et qu'il faut respecter le référentiel. Donc on alerte, il y a la possibilité de lever des non-conformités, bien sûr et toujours avec les mêmes règles. 3 mois pour une non-conformité majeure, 6 mois pour une non-conformité mineure, voilà et si effectivement, on a jusqu'à 5 non-conformités mineures, c'est transformé comme une majeure. Magali, est-ce qu'il existe des cas particuliers, par exemple, je pense aux nouveaux entrants et l'audit de surveillance? Alors, je voudrais juste finir d'abord sur, Oui, l'autre, moyen, aussi de faire des audits, de préparer son audit chez Décisif. C'est que, quand on a une structure aussi qui commence à avoir un peu quelques salariés quand même, c'est intéressant d'avoir un référent qualité interne, dans l'entreprise. Nous sommes, affiliés au cabinet Lafayette qui donc propose une certification qui est enregistrée au répertoire spécifique, donc qui est également accessible par tous les financements mutualisés, y compris le CPF. Et c'est la formation référent qualité formation professionnelle, dans lequel on apprend à monter un système qualité dans les règles de l'art de la qualité, c'est-à-dire, certes pas comme je l'ai appris moi en 5 ans d'école, mais on leur apprend en 4 jours à monter un bon système qualité avec l'analyse des risques et tout ce qu'il faut et on leur apprend surtout la posture de l'auditeur interne et savoir faire un audit interne, dans son entreprise. Ce qui est pas facile en termes de posture parce que,
vous venez auditer vos collègues et c'est compliqué à faire. Donc voilà, on leur apprend tout ça. Après, bien sûr, il y a des formations d'auditeurs internes qui existent, un peu partout. Mais voilà, donc chez Décisif, nous, en tous les cas, tous nos clients, on leur propose soit un audit, à blanc, fait par mes soins ou ceux de mes collègues, soit on les forme à devenir référents qualité formation professionnelle pour qu'ils sachent mener un audit dans leur structure. Une question qui me vient, Magali, est-ce que, voilà, j'ai obtenu ma certification Calliope, est-ce que Décisif peut nous accompagner quotidiennement? Alors bien sûr, hein, de toute façon, nous accompagnons nos clients, tout au long de l'année et ils peuvent nous contacter, quand il faut et certains font même le choix de nous déléguer la gestion du système qualité et du coup, nous faisons encore plus de points. Par contre, je j'aime pas trop l'expression, la charge de la quotidienne de la qualité parce que justement, faut pas le vivre comme ça. La qualité, ça doit plus devenir une charge. Si c'est bien fait, ça n'est plus une. Et ça, j'aime bien qu'on leur rappelle parce que, c'est une charge au début de mettre un système qualité en place. Le travail préparatoire au départ est long et fastidieux, mais après ça ne doit plus l'être. C'est le danger de le voir comme une charge finalement? Oui, parce qu'en général, quand c'est une charge, déjà, bon, c'est mal vécu par tous les parties prenantes. En plus, très souvent, c'est une usine à gaz qui est montée, donc quelque chose qui ne ressemble pas du tout à notre quotidien. Donc, on se dit: «C'est une activité en plus dans notre agenda». Or, ça ne doit pas être le cas. Aujourd'hui, il faudrait que ça soit, la qualité, ça soit, allez, on va dire dans un centre de formation, je sais pas moi, une demi-journée, oui, par trimestre. Où on Oui. fait ce qu'on appelle les revues, quoi. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'on a bien tous les documents, on a bien exploité au fur et à mesure les enquêtes de satisfaction. Ça aussi, attendez pas le dernier moment pour faire les enquêtes de satisfaction et les exploiter. Dès qu'on les reçoit, on les traite et on enchaîne. Parce que sinon, ça sert à rien, parce que faire des tas d'enquêtes de satisfaction qui sont sur un bureau, les traiter toutes en même temps, du coup, ne pas en apprendre les enseignements, ça n'a aucun intérêt. Faut pas oublier que l'amélioration continue, ça a un intérêt que pour l'organisme de formation, hein. Mmh. C'est à lui que ça sert. Finalement, si on le traite quotidiennement, alors quotidiennement, c'est un bien grand mot, hein, comme tu l'as dit, ce n'est pas une charge et il faut vraiment ne pas s'inquiéter, et peut-être ne pas s'inquiéter tout simplement de l'audit de surveillance. Oui, il faut pas s'inquiéter de l'audit de surveillance tant qu'on a fait quelque chose qui nous ressemble et qui voilà, qui est notre quotidien. J'ai plusieurs clients, moi ça fait je crois que j'en ai 4 là qui sont passés en audit de surveillance. Ils ont tous eu 0 non-conformité, ils l'ont tous préparé différemment avec moi. Il y a ceux qui ont fait des audits externes, il y a ceux qui m'ont appelé tout au long de l'année, qui se sont lancés tout seuls et qui l'ont très bien réussi tout seuls parce qu'ils collaient exactement à leur fonctionnement. Et puis il y en a qui me le confient, complètement et du coup, ça colle aussi complètement à leur fonctionnement parce qu'ils font, une activité qui est sur le terrain, d'autres sont des informaticiens, et cetera. La qualité, faut on a tous le même référentiel à respecter, qu'on soit une université, un CFA ou un indépendant. Quel que soit le secteur d'activité et où l'on va faire ses cours, c'est-à-dire il y en a qui font des cours dans des voitures d'auto-école, il y en a d'autres sur des terrains de tennis, il y en a d'autres, en face d'un ordinateur. On doit tous respecter le référentiel, mais vous pensez bien qu'il ne faut pas avoir le même document pour pouvoir, s'en servir sans que ce soit une contrainte. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on disait pour Décisif, un client, une solution adaptée. Ben voilà, Décisif, on fait que du sur-mesure et nos clients, viennent d'horizons complètement différents et on construit des systèmes qualité qui leur ressemblent. Alors, j'aimerais que tu nous expliques les nouveaux entrants. Est-ce que c'est un cas particulier, l'audit de surveillance? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Déjà, expliquer le terme peut-être nouveaux entrants. Alors, les nouveaux entrants, c'est, défini comme des organismes qui sont récents et qui passent la certification, donc l'audit initial de certification, alors qu'ils n'ont pas encore un premier bilan pédagogique et financier. En gros, ils sont dans leur première année et ils ont mis en place souvent même une seule formation pour passer Calliope ou très peu. Donc ils n'ont pas passé encore, ils n'ont même pas un BPF complet. Et du coup, ces nouveaux entrants, bah, ils avaient des allèges quoi. C'est pas exactement des allègements, mais un peu quand même. C'est-à-dire que dans le référentiel, ils sont nommés sur certains indicateurs comme disant: «Bah, vous n'allez pas le montrer à l'audit initial de certification, mais vous le montrerez à l'audit de surveillance». Parce qu'il ne faut pas oublier que les audits, c'est sur de la preuve. Donc, on ne Oui. veut voir que des éléments de preuve. Après, ça se passe comme tous les autres, c'est-à-dire l'auditeur arrive, il y a un plan d'audit, il y a un échantillonnage, donc un échantillonnage moindre
que pour le premier parce qu'on a moins de temps et qu'on doit passer tous les indicateurs. Mais cette fois-ci, les nouveaux entrants, ils auront tous les indicateurs et on regardera particulièrement ceux qui n'ont pas été vus au premier. Donc on va être attentif à ça. On constate que souvent, certains n'ont pas mis en place ou des fois, mais ça, ce n'est pas que pour les nouveaux entrants. On voit aussi qu'ils utilisent très mal la charte Calliope, qui est un gros souci, qui est un indicateur de plus, hein. Quand on a eu l'audit de certification initiale, après on le regarde à l'audit de surveillance si le logo est bien utilisé et on constate qu'il est, pas souvent bien utilisé. Se préparer à l'audit de surveillance, est-ce qu'il y a des points vraiment où il faut être vigilant pour résumer un petit peu? Pas plus que ça, il faut faire attention de ne pas supprimer tout et n'importe quoi. Quand on prend des décisions comme ça peut avoir de lourdes conséquences. Il faut, justement, travailler avec un système qualité qui vous ressemble et qui ressemble à votre fonctionnement, bien sûr qui répond au référentiel. Dans les retours d'expérience que moi j'ai vécu, je peux noter un indicateur qui est très, très mal, géré, qui est l'indicateur 23, qui est la veille légale et réglementaire de la formation professionnelle. Dans la veille, on vous demande de recueillir et exploiter l'information. À recueillir, tout le monde sait recueillir chez Légifrance ou Centre Info ou d'autres abonnements, il y a aucun souci. L'exploitation, c'est autre chose et entre autres, on voit bien que, il ne s'est pas exploité très souvent et que les documents, donc réglementaires, ne sont pas mis à jour. On a eu quand même des changements ces derniers temps comme, le fait que la Direct ne s'appelle plus Direct, mais s'appelle la DRETS. Moi, je leur ai écrit personnellement pour savoir est-ce que, tous mes clients devaient changer dans le cadre des contrats et dans le cadre de leur bas de page et cetera. Effectivement, on doit, mettre DRETS maintenant et plus Direct. J'ai eu un retour de la DRETS à ce sujet-là. Voilà, on peut vérifier plein de choses comme ça et c'est facile de voir s'ils l'exploitent ou pas. Et très souvent, ils nous disent: «Oh non, non, mais il se passe rien. La formation, il s'en passe des choses, hein». Je veux dire, on a eu une année, covid, FNE, des changements de financement, des changements de notre, autorité, la DRETS. On a des choses qui bougent, on a des jurisprudences qui sortent sur les feuilles d'émargement, on a sur les contrats des formateurs et cetera. Il s'en passe des choses en formation, professionnelle, donc on voit bien que ça, c'est pas bien suivi. Merci beaucoup Magali de nous avoir éclairé sur l'audit de surveillance et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup.